Bonjour à tous. On a une petite heure là pour évoquer cette nouvelle pratique qui est en train de se développer de l'emploi accompagné. Je pense que la plupart d'entre vous avaient un petit peu une idée de ce dont il s'agit. Ça a été souvent présenté. Je vais vraiment le dire en un mot. L'idée, c'est les pratiques traditionnelles se concentraient plus sur la préparation au retour à l'emploi. Et en revanche, souvent, l'aide devenait faible ou inexistante lorsque les gens accédaient à l'emploi. Là, l'idée, c'est en gros d'inverser la priorité, c'est-à-dire de mettre les forces plus sur l'aide dans le travail. Et donc, la procédure, c'est de passer moins de temps à la préparation, d'aider à un retour rapide à un emploi en milieu ordinaire. Et en revanche, pour que ce soit possible et que ça tienne, d'assurer un soutien pour accéder, pour obtenir l'emploi et ensuite pour prendre le poste, pour s'y insérer. L'autre caractéristique, c'est que ça repose sur un accompagnement qui est moins interdisciplinaire qu'autrefois, où pour l'évaluation, il fallait plusieurs experts. Là, tout repose sur une alliance de travail forte entre l'accompagnant, le conseiller en emploi, le job coach et la personne. Donc c'est une pratique dite individualisée, personnalisée, qui essaye de faire du sur-mesure. Alors cette pratique, elle s'est beaucoup développée dans beaucoup de pays. Sa notoriété vient de son efficacité. Enfin, tout ça, vous avez dû en entendre parler. L'actualité pour la France, c'est que cette pratique vient d'être reconnue par les pouvoirs publics depuis la loi de 2016, la loi travail 2016, l'article 52, donc reconnaît la pertinence et cherche à promouvoir cette pratique. Et ce qui a suivi, donc il y a quelques textes, le décret d'application qui précise un petit peu comment cette pratique est envisagée en France, une circulaire interministérielle qui est parue il y a à peu près 1 an. Voilà. Et puis, il y a eu les appels à cette pratique maintenant est financée en tant que... Alors, il y a eu des expérimentations, mais qui étaient financées de façon très momentanée à titre d'expérimentation. Là, depuis cette année, il y a eu des appels à projets des ARS dans toutes les régions pour le développement de cette pratique. Et donc, c'est l'actualité de cette pratique dont on veut parler aujourd'hui. Peut-être on a un tout petit mot de... Il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées par la mise en œuvre de cette pratique, notamment par le fait qu'elle se développe partout. Et donc, évidemment, en fonction de l'histoire des établissements, des structures qui s'engagent dans cette nouvelle voie, il y a une hétérogénéité des pratiques. Et l'autre chose, c'est que quand on regarde les textes qui... appel à son développement, les textes français, les textes législatifs, les textes administratifs, cette pratique est assez peu définie. D'où un débat sur on pourrait dire la définition de cette pratique. Alors, on ne va pas se lancer dans ce débat, mais c'est quand même une question d'actualité sur laquelle je voudrais dire 2 mots. Parce qu'au fond, quand on lit ces textes, on a le sentiment qu'ils ont fait le choix de valoriser une approche, je dirais, continuiste avec les modèles traditionnels. Ils mettent l'accent sur le fait que c'est un dispositif complémentaire aux pratiques traditionnelles, qui élargit l'offre de services, et à beaucoup d'endroits, l'accent est mis sur des points communs entre les pratiques traditionnelles et la nouvelle pratique. Mais on peut aussi développer, et quand on regarde les modèles de référence de l'emploi accompagné, on peut avoir une vision, au contraire, plutôt en rupture avec les pratiques traditionnelles. Déjà, vous savez, le fameux slogan qui caractérise cette nouvelle pratique, c'est le fameux slogan « Place and Train ». Au lieu de préparer avant d'insérer, on insère rapidement et on assure le soutien après. Donc il y a véritablement l'idée d'un renversement de stratégie, on pourrait même dire une philosophie un peu différente, où ce qui est valorisé, c'est l'inclusion sociale, l'accès au milieu ordinaire. Et donc dans cette perspective, on va plutôt mettre l'accent sur les divergences. Alors cette question de la définition précise de l'emploi accompagné, je voudrais faire simplement remarquer que nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. Elle s'est aussi posée dans les pays anglo-saxons qui développent cette pratique depuis plus de 2 décennies. Et ils ont été confrontés à ce problème, et en particulier pour la recherche. Si on veut comparer des pratiques, il faut qu'elles soient assez bien définies pour savoir ce qu'on compare. Et la solution adoptée par les pays anglo-saxons, enfin par plusieurs pays, pas seulement les pays anglo-saxons, est relativement originale, et je ne suis pas certain que cette originalité ait été complètement prise en compte. Donc, je voudrais mentionner ça. Ça, je passe sur l'histoire. Donc je vais prendre 2
modèles de référence qui sont connus, très connus. Il y en a, on pourrait peut-être en trouver d'autres, mais c'est vraiment les plus connus. Celui de l'Association européenne pour l'emploi accompagné, qui existe depuis 1993. Et vous pourrez facilement trouver de la documentation, en partie en français, mais l'essentiel est plutôt en anglais. Notamment, vous pouvez télécharger là, le toolkit qui explique assez précisément comment mettre en œuvre cette pratique. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce texte de référence, c'est qu'il y a une page d'introduction qui vraiment en quelques mots dit quelle est l'idée de l'emploi accompagné. Et la deuxième page, pour mettre les choses en place, vous voyez, le titre, c'est « Values, Standards and Principles of Supported Employment ». L'accent est mis sur les valeurs et les principes qui guident cette pratique. Et ensuite sont déclinés dans les chapitres suivants des conseils sur les étapes de cette pratique, mais tout le temps en se référant à ces valeurs. D'ailleurs, j'ai traduit les valeurs qui mettent en avant. Individualisation. Chaque individu, je traduis, c'est la traduction du texte que vous trouverez donc sur le net. Chaque individu est considéré dans son unicité, sa singularité, avec ses intérêts propres, ses préférences. Donc personnalisation de l'accompagnement. Respect, autodétermination, promotion de l'autodétermination, l'empowerment, les choix éclairés, sous cette idée, c'est la personne qui guide et on l'accompagne en quelque sorte. Confidentialité, souplesse, accessibilité. Donc, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que la définition, enfin, les repères que donne pour définir l'emploi accompagné le modèle européen, c'est s'appuyer sur ces valeurs de référence. C'est la même chose quand on regarde l'autre modèle qui est bien connu dans le champ de la santé mentale et pour l'accompagnement des personnes avec un handicap psychique, c'est le fameux modèle IPS qui est défini, comme vous le savez. Vous avez souvent entendu sans doute parler de ces fameux 7 ou 8 principes qui définissent selon le modèle IPS. Ben là aussi, ce n'est pas une méthodologie de mise en œuvre, c'est des repères. Et au fond, ces repères, donc, que vous connaissez, pas d'exclusion, on vise l'emploi en milieu ordinaire, la recherche des buts rapidement, enfin, vous les connaissez. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ces repères, ce qu'ils appellent les principes, sont l'expression de valeurs. Le fameux principe un peu très ambitieux, qui est presque impossible à satisfaire complètement, pas d'exclusion, on prend tout le monde, il répond à la valeur pas de discrimination, qui est pris au sérieux, presque au pied de la lettre. Ce qui est visé, c'est l'obtention d'un emploi en milieu ordinaire, ça répond à la valeur d'inclusion sociale. Ensuite, la personnalisation, prise en compte des préférences de la personne accompagnée, suivi continu et pérenne, ça c'est l'individualisation ou la personnalisation de l'accompagnement. Donc là aussi, ce référentiel des IPS, il donne pas véritablement une méthodologie de mise en œuvre. Alors après, on peut regarder comment ils s'y prennent, etc. Mais ce qui est mis en avant, c'est les valeurs qui guident cette pratique. Ça, je pense que c'est important de le garder en tête au moment où, justement, en France, on est en train de mettre en œuvre. Et ces valeurs, c'est pas juste des idées un peu généreuses, un peu vagues. On peut tout à fait, il existe des échelles pour mesurer, quand on caractérise les dispositifs, pour mesurer assez précisément leur degré de fidélité à ces valeurs. Il y a des échelles américaines, elles ont été déjà traduites, il y en a au moins 2 versions par nos collègues québécois, on les a déjà utilisées en France, donc on peut caractériser assez précisément les dispositifs, par exemple, selon ces principes IPS, et puis après on peut rajouter d'autres paramètres. Voilà, je ne vais pas être plus long, et vous présenter qui va intervenir dans cette table ronde. Je vais d'abord donner la parole donc à 2 personnes de Messidor, Sophie Auvinet qui est conseillère en emploi, accompagnante, job coach, et puis Cécile Faure, dont vous êtes personne accompagnée. Et donc Sophie Auvinet va présenter très rapidement le dispositif d'emploi accompagné en Haute-Savoie, et ensuite Cécile Favre, excusez-moi, fera part de son expérience d'accompagnement. J'annonce un petit peu comment on va poursuivre. Ensuite, c'est l'équipe de Geste Mayenne, avec Mathieu Lafréchou, qui présentera leur pratique, avec un focus sur la particularité du travail du conseiller en emploi, les compétences requises, les soutiens requis pour développer cette pratique qui n'est pas simple. Ensuite, l'équipe de Grenoble, Julien Dubreuc,
Lui se focalisera sur l'accompagnement d'un public particulier qui est les personnes avec autisme ou Asperger. C'est un mode d'accompagnement un peu spécifique. Et enfin, Frédéric Carinti, qui est administrateur du CFEA, donc du collectif France Emploi Accompagné, fera un peu mettre en perspective la situation de l'emploi accompagné telle qu'elle en est aujourd'hui en France. Voilà, je donne tout de suite la parole donc à l'équipe de Messidor. Merci. Merci. Alors moi, je vais juste vous dire quelques mots sur Messidor, sur nos chiffres, avant de laisser la parole à Cécile. Le dispositif Job Coaching Emploi Accompagné a été créé en 2013 donc, chez Messidor, dans un premier temps en Haute-Savoie, et il s'est généralisé en 2017 sur tous les départements où Messidor est présent, c'est-à-dire Rhône-Alpes et également en Charente-Maritime. Aujourd'hui, on est une dizaine de job coachs à être en poste sur le territoire. À fin 2017, nous avions 199 personnes en accompagnement sur tous les différents départements, avec un taux de placement de 53%. Donc c'est un taux de placement qui est assez intéressant. C'est intéressant de le souligner, ces résultats qui sont assez importants, et qui signifie que la majorité des personnes qui vivent avec un handicap psychique peuvent trouver ou retrouver une place dans le monde du travail. Et grâce à cet accompagnement qui est un peu novateur, on peut arriver à maintenir ces personnes en poste. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Cécile qui va apporter son témoignage. Bonjour, je suis impressionnée déjà par tout ce monde. Donc, veuillez m'excuser si je bafouille ou voilà. Oui. Donc, je suis accompagnée par Sophie Auvinet, Job Coaching, depuis février 2016, enfin plutôt janvier 2017, mais j'étais accompagnée par une autre personne l'année d'avant. J'ai intégré le dispositif Job Coaching suite à des gros soucis de santé. J'ai dû interrompre mon activité professionnelle, donc j'ai demandé une rupture conventionnelle de contrat. Et suite à une hospitalisation de longue durée, j'ai dû, en accord avec les médecins psychiatres et généralistes, faire un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Donc ça a été très très difficile pour moi de l'accepter. Finalement, je l'ai fait et j'ai bien fait de le faire, puisque j'ai pu retrouver, on va dire, ma place dans le milieu, dans le monde du travail. Voilà. Tout en sachant que je n'avais pas travaillé depuis plus de 4 ans. Donc, à un certain âge, c'est plus difficile de pouvoir se réintégrer professionnellement. Donc, Job Coaching m'a permis, en fait, de revoir, en fin de compte, mon parcours professionnel, de voir mes points forts, mes faiblesses, mes valeurs. J'ai pu effectuer 2 stages de 3 semaines, en accord également avec Pôle emploi, pour savoir si je restais dans la fonction, enfin dans la filière administrative, ou si je voulais carrément changer de voie. Mon 2e stage s'est clôturé par une mission en intérim, et ça fait 18 mois que je suis dans la même société. Donc je travaille chez un bailleur social en ressources humaines. Voilà. Donc j'espère faire 2 ans dans cette entreprise, de façon à pouvoir avoir suffisamment d'expérience et enfin trouver un travail en contrat à durée indéterminée. Voilà. Je vois régulièrement donc Sophie Auvinet, à peu près une fois tous les 15 jours, 3 semaines, tout en sachant qu'elle reste toujours disponible si jamais j'ai un souci, si j'ai une perte de confiance
en moi, si j'ai un coup de moins bien, si là, justement, on va remettre à jour mon curriculum vitae, refaire ma lettre de motivation et postuler à des postes en CDI, qui j'espère se soldera par une belle opportunité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On est également amené à faire des points avec l'employeur. Et ce qui est important aussi pour Cécile, de faire un point avec l'employeur sur ce qui va bien, sur ce qui pourrait être amélioré. Et très souvent, voilà, on met en avant ce qui va bien, puisqu'il y a énormément de progrès par rapport au début. Cécile étant en phase d'apprentissage en ressources humaines. Mais il est important de faire des points avec l'employeur pour justement mettre en avant les compétences et ce qui se passe bien dans l'entreprise. Je pense que ça se passe bien, puisqu'en fait, on renouvelle mes contrats depuis 18 mois. Je remplace une personne qui est en longue maladie, qui malheureusement, le premier jour où j'ai fait mon stage dans cette société, elle a fait un AVC et maintenant elle a un cancer. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai que ça a été difficile pour moi de prendre, entre guillemets, sa place sa place. Il a fallu que moi je fasse aussi ma place, chose qui n'est pas facile. Et j'ai dû, on va dire, retrouver mes compétences, on va dire, professionnelles. Puisqu'en fait, les ressources humaines, c'est pas un poste que je connaissais dans le passé, puisque le dernier employeur où j'ai demandé ma rupture conventionnelle de contrat suite à des soucis de santé, c'était un architecte. Donc, j'ai appris sur le terrain. Il a fallu que je donne du meilleur de moi-même et que j'assimile aussi, puisque quand on ne travaille pas, quand on a eu des médicaments, quand on a été enfermé, entre guillemets, en clinique, c'est très difficile de retourner à la vie normale. Et je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je pense que je peux être quand même assez fière de moi pour la progression que j'ai faite depuis 18 mois là. Voilà, donc je me dis que je suis sur la bonne voie. J'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes. Et puis que Sophie croit en moi. Donc ça, c'est très important. J'ai encore besoin de job coaching. Et ce qui est réconfortant aussi, c'est que job coaching, je veux dire, il n'y a pas... On ne se dit pas, à la fin de l'année, c'est fini. Vous allez plus pouvoir, vous allez plus pouvoir bénéficier de ce dispositif-là. Donc il n'y a pas d'échéance et ça met beaucoup moins de pression. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce que je propose, c'est, comme on a peu de temps, on va enchaîner les présentations et garder un temps d'échange à la fin. Donc vous pourrez bien sûr poser des questions sur ce qui vient d'être présenté. Merci beaucoup pour ces témoignages. Donc je donne la parole à Mathieu Lafréchou, qui est responsable du service d'emploi accompagné, et Angelina Vissot, qui est conseillère en emploi et job coach. Bonjour. Effectivement, vous êtes nombreux. C'est impressionnant. Donc, Mathieu Lafréchou, donc moi je suis le responsable du service sur l'emploi accompagné qu'on a contribué à mettre en place depuis 2014, une étude de faisabilité. On a rencontré le monde de l'entreprise, savoir jusqu'où il était prêt à aller, quels étaient ses blocages aussi.
Et puis rencontrer aussi l'ensemble de ceux qui travaillaient sur cette question-là pour voir jusqu'où ça allait, puis voir un petit peu. À ce moment-là, on ne connaissait pas le modèle IPS, on ne connaissait pas l'appellation emploi accompagné, on ne savait pas non plus qu'il y allait avoir des évolutions législatives. Donc, et puis on a lancé une démarche expérimentale sur l'emploi accompagné en 2015. Peut-être avant. Oui, bonjour, Angelina Vissot, conseillère en emploi accompagné depuis octobre 2015. Donc j'ai contribué à l'expérimentation. La recherche du geste Mayenne sur ce type d'accompagnement était pour moi aussi une suite dans mon parcours professionnel. J'avais pu être formatrice pour adultes en centre pour personnes en situation de handicap, conseillère insertion professionnelle à Cap Emploi. J'ai également été chargée de relations entreprises en ESAT pour les mises à disposition et stages en milieu ordinaire. Et j'avais pu très souvent faire le constat que pour les personnes souffrant de troubles psychiques, rester moi derrière mon bureau, ça me posait souci, en tout cas à moi, parce qu'effectivement, j'avais pu constater que pour certaines personnes, si j'avais pu les accompagner plus sur le terrain, on aurait pu peut-être avoir des parcours plus agréables pour eux. Donc voilà, c'est tout naturellement du coup que j'étais très intéressée par la nouvelle modalité d'accompagnement. Et donc notre présentation, par rapport à la cohérence de la table ronde, on la centre sur les deux autres acteurs de ce trio, à savoir le professionnel. Quelles difficultés, c'est un métier de médiation, et puis l'employeur. Donc tout à l'heure, on va montrer une petite vidéo d'un témoignage d'un employeur qu'on accompagne. Vous allez voir, c'est le vocabulaire de l'entreprise qui va arriver dans cette session de réhab où on est plutôt sur le vocabulaire des soignants. Donc juste rapidement ce rappel historique, donc une approche expérimentale, une pérennisation au titre de l'emploi accompagné, avec toujours les problématiques des psychiques en tant que public prioritaire. On avait comme objectif de proposer une approche structurée, partageable, évaluable. On donne à voir localement, en tout cas, l'ensemble des acteurs de notre département a suivi toute cette démarche-là depuis longtemps, les services publics de l'emploi, les acteurs de la psychiatrie, l'ensemble des acteurs médico-sociaux, pour que tout le monde adhère à aussi les difficultés qu'on rencontre et aussi les résultats qu'on obtient. On a, dans le cadre de l'étude de faisabilité, aussi rencontré compris un petit peu le modèle IPS. On s'est dit, là, il y a quelque chose qu'il faut creuser, il faut aller plus loin sur ce modèle-là. Et puis, les attentes exprimées par les entreprises, les personnes concernées, et tout ça, on a essayé d'en faire notre dispositif. 3 ans plus tard, principaux résultats, ils sont quand même très positifs. On obtient des taux d'accès à l'emploi après 12 mois de 60%. Pour des personnes qui étaient durablement en situation d'inactivité, qui avaient peut-être pas travaillé anciennement, mais beaucoup d'entre elles n'avaient aussi jamais travaillé. 80% avaient des suivis en CMP, des suivis psychiatriques, beaucoup d'hospitalisation. Et puis voilà, dans ces emplois, tout type d'emploi, tout type d'entreprise aussi. Même si quand même le milieu des PME ou des entreprises qui arrivent à créer des petites unités de travail inférieures à 50 salariés sont plus souples. Et donc, mais une grosse entreprise peut être organisée par petite unité. Donc ce n'est pas tant la taille de l'entreprise, c'est plutôt son process de recrutement qui est intéressant. Majoritairement des temps partiels, c'est surtout lié à la volonté des personnes d'avoir des temps partiels. C'est pas parce que les entreprises ne veulent pas aller plus loin. Bien entendu, des emplois plus qualifiés pour les personnes avec des troubles psychiques par rapport aux personnes, par rapport à notre autre public, qui étaient les personnes avec des déficiences intellectuelles. Avec un ratio d'accompagnement de 1 pour 16 en moyenne. Donc un job coach accompagne directement 16 personnes. Bien entendu, le travail est un moyen. Le travail est un moyen, parce qu'on concentre notre attention et notre évaluation sur le bien-être de la personne. Donc, on n'a pas peur de dire à une personne « il faut arrêter votre contrat ». Ça nous est arrivé. Attendez, là, vous êtes en tension, on va s'arrêter, on va prendre un temps d'arrêt.
Ça nous arrive aussi d'orienter vers on n'est pas vers les entreprises adaptées. Il y a des personnes, après avoir testé l'emploi en milieu ordinaire, l'entreprise adaptée, finalement font le choix, mais cette fois librement assumé, consenti, réfléchi de l'ESAT, parce que c'est un parcours, c'est aussi donc on reste centré sur la logique de bien-être, quoi. Donc le travail comme un moyen, c'est essentiel de le présenter. Les 7 critères du modèle IPS, donc effectivement, c'était un cadre de référence pour nous. Il y a peut-être un critère sur notre département qu'il va falloir qu'on creuse beaucoup plus, c'est l'intégration à l'équipe soignante. De plus en plus, les portes s'ouvrent parce que les psychiatres, du coup, voient les personnes revenir vers elles autrement, avec justement des projets professionnels, une mise en dynamique. Et là, les médecins nous ouvrent petit à petit leurs portes. Mais au départ, c'était « Attention, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous !» En tout cas, ce qui est important et ce qui nous amène à être en relation avec l'équipe du médical pour une situation particulière, c'est que c'est la personne qui va être demandeuse vraiment fortement en disant je veux retester l'emploi, milieu ordinaire ou milieu protégé, quelle que soit sa demande. En tout cas, je veux essayer le milieu ordinaire et j'ai besoin de vous pour soit une adaptation du traitement ou aussi des clés d'aménagement. Et c'est aussi en ça que parfois le job coach va contacter l'équipe médicale parce que quand on entre dans l'entreprise avec la personne, on va passer un temps d'évaluation où on va regarder quels sont les aménagements possibles pour que la personne soit autonome sur son poste et puis surtout qu'elle vive bien son intégration dans l'équipe. Voilà, c'est là où l'équipe médicale est aussi aidante de pouvoir donner des clés et à la personne, mais aussi aux conseillers. Donc sur les besoins pour bénéficier de ce service-là, bien entendu, travail, l'accompagnement dans le démarchage, dans l'identification des postes, mais après, c'est des personnes qui ont des besoins qui s'expriment en situation de travail, parce que pour assurer les tâches, il y a des étayages, il y a des configurations de postes à réfléchir. La polyvalence n'y est pas, l'adaptabilité n'y est pas, donc il faut configurer des modes de management, des besoins qui touchent le relationnel entre la personne et son collectif. Donc là aussi, c'est particulier. Je parlais de mode de management particulier. Donc il faut identifier les tuteurs, il faut savoir les accompagner, il faut organiser tout ça. Et puis un accompagnement dans la proximité et sur la durée. La dame l'a très bien dit tout à l'heure, cette idée de pas de tension sur la durée, au final, on s'aperçoit que si, il y a des durées, parce qu'il y a des parcours, mais que dans l'accompagnement, il n'y a pas cette tension-là, et ça soulage beaucoup. Mais après, on s'aperçoit qu'il y a des sorties, des situations stabilisées, où les personnes nous disent « maintenant, j'ai plus besoin », et l'entreprise également. Bon voilà, j'ai juste mentionné ça, l'ensemble des différents types d'emplois. 5 minutes, bon. Alors, le petit témoignage, on a fait des témoignages d'entreprises parce que pour convaincre des entreprises de jouer le jeu, on arrive à les démarcher, on arrive à en mobiliser quelques-unes, mais après, pour élargir encore et encore le cercle, c'est sûr que quand un employeur parle à un autre employeur, c'est plus facile. Donc, on a organisé ça. On a fait ces petits témoignages vidéo. On vous en montre un. C'est l'entreprise Kiabi. Mais attends. Peut-être d'abord, tu dis un petit peu. Oui, et donc là, ça, c'est un employeur que j'accompagne depuis 1 an et demi. Donc, dans cette relation triangulaire, puisque j'accompagne également Monsieur M, qu'on pourra l'appeler, qui a 38 ans et qui avait pu travailler un peu en entreprise adaptée, mais il s'est retrouvé en souffrance dans ce type d'emploi. Et on était... au moment où il est venu vers nous, il était sur, à défaut, une orientation ESAT et était en rupture avec le médical. Il a pu faire avec moi 2 stages, 2 fois une semaine sur cette entreprise. Et puis, il y travaille maintenant depuis 1 an et demi à 25 heures parce qu'il y a là une reprise
de lien avec le médical et il peut avoir du coup ses après-midi disponibles pour prendre soin de lui. Et puis, j'interviens encore aujourd'hui, donc par période, 1 heure à 2 heures semaine, chaque semaine. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager une semaine de vacances sans notre venue. Il a vraiment un besoin de médiation très important. Donc, le témoignage est important parce que, vous l'avez compris, on accompagne 2 personnes, deux acteurs, l'employeur et la personne. Et donc, c'est aussi le pendant de l'autre témoignage, d'avoir celui-ci du point de vue de l'employeur, comment ça s'est passé. Ça va le son ? Je m'appelle Mathieu, je suis le directeur du Kiabi Laval Zone des Beaux-Arts. Kiabi est implanté sur Laval depuis maintenant 10 ans et est composé d'une équipe de 20 personnes d'origine et d'univers différents. En février 2017, j'ai fait du coup appel à Cap Emploi car j'avais un poste à pourvoir en tant que stockman sur mon site. Cap Emploi m'a présenté donc un collaborateur qui a été suivi donc du coup par Job Coach. Cet emploi consiste à 30% à gérer et optimiser le stock en réserve et à 70% dans le traitement de la livraison. Alors on entend par traitement de la livraison, c'est la mise sur cintre, le pliage des articles pour l'envoi en magasin. Alors, Job Coach était inconnu pour moi lors de la création de ce poste. Donc, Cap Emploi m'a mis en relation avec Job Coach pour l'intégration de mon collaborateur. Job Coach a joué une part importante dans le suivi de mon collaborateur, car au bout d'un mois d'intégration dans mon magasin, on a des questions. Et du coup, je me suis même posé la question d'arrêter son contrat. Et là, Job Coach m'a dit « Attends Mathieu, on va mettre en place des choses. » Un suivi beaucoup plus régulier, des entrevues à 3 beaucoup plus réguliers afin de redonner une chance à ce collaborateur. J'ai aveuglement suivi ces conseils de Job Coach et à ce jour, je regrette aucunement d'avoir pris ce chemin. C'est vraiment une béquille, je passe par eux pour donner les consignes, je passe par eux dès qu'il y a un souci. Voilà, pour ne pas perturber le collaborateur. Et à jour, on remarque en tout cas une nette amélioration psychologique de mon collaborateur, avec des prises d'initiative, des angoisses beaucoup moins fréquentes. Donc en 9 mois de collaboration, on a vraiment une progression nette et visible de son état, et ça grâce vraiment au suivi de Job Coach. Du coup, Job Coach vient 2 fois par semaine au contact donc, de l'enseigne Kiabi et aussi au contact donc, du coup, du collaborateur, où aller pendant 1 heure, 1 heure et demie à ses côtés, travaillant avec lui, en le questionnant sur ses problématiques, en le reprenant aussi sur des tâches qu'il n'a pas bien assimilées, en tout cas en l'accompagnant du coup sur son travail au quotidien. L'avis d'équipe a aussi été important pour le job de stockman. Ils sont 4 à travailler dans 80 mètres carrés, à traiter du flux quotidiennement, donc ce qui peut provoquer aussi des tensions, du stress. Et là, Job Coach a aussi intervenu entre mon collaborateur et ses 3 autres collègues dans leurs échanges au quotidien. Savoir aussi travailler en équipe, mettre de la bienveillance aussi derrière chaque mot, et aussi pouvoir apaiser quelques tensions qui pouvaient se ressentir donc du coup en réserve notamment. L'avenir avec Job Coach, il se parle plutôt au présent. Tant que l'état psychologique de mon collaborateur n'ira pas mieux, j'aurai toujours besoin de l'accompagnement de Job Coach, qui, je le redis, mais qui est vraiment une béquille et qui m'enlève un poids considérable dans la gestion de ce collaborateur. On a testé l'été dernier un peu moins de fréquence et de suivi du coup, de ce collaborateur qui n'a pas été fluctuant, donc du coup on est revenu en arrière avec encore un peu plus de suivi. La collaboration avec Job Coach, elle sera là jusqu'à temps que j'en aurai besoin. Elle sera peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça, après, ça sera l'état psychologique de mon collaborateur qui nous le dira. Ouais, je vais le conseiller et même je pense qu'il est nécessaire. Moi, j'ai pas de formation aussi à la base de psychologie ou
Voilà, moi j'ai que des formations de management, de gestion, mais ça c'est pas mon domaine d'activité propre. Pour effectivement l'insertion des personnes en situation de handicap, il est nécessaire, surtout psychique, comme est le collaborateur, d'avoir un suivi régulier, quotidien. Je conseille aussi le dispositif Job Coach par rapport aux relations qu'on peut avoir avec l'organisme. C'est très fluide en termes de communication. La réactivité aux appels, aux mails sont quasiment immédiates. Toutes les problématiques sont considérées, sont étudiées et sont rectifiées vraiment dans une échelle de temps très minime. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce dispositif et qui en tout cas moi me convient. Donc vous voyez que lui, il est aussi très fortement accompagné et qui nécessite une attention très importante. Et c'est là aussi que est la... Comment ? Longue aussi. Oui. 10 ans. Oui, 10 ans. Bon, il se projette un peu, mais il est en train déjà de fortement progresser sur sa capacité d'accueil et d'intégration de son collaborateur, vous l'avez compris ? Oui, depuis la vidéo, il y a aussi des choses qui ont bougé. Là, j'ai pu sensibiliser chacun des salariés. Et donc ça a aussi, parce que j'avais d'abord concentré la mise en relation sur la partie réserve de stockage, et puis petit à petit j'ai pu sensibiliser aussi toute l'équipe de vente. Donc ça a aussi amélioré les relations. Donc bon, là, voilà, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Les entreprises sont partantes, mais elles savent aussi dire qu'elles n'ont pas le temps et qu'elles ne savent pas faire. Et moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'inclusion sans environnement et que, effectivement, ma première mission, c'est d'accompagner les personnes dans l'emploi, mais c'est aussi d'accompagner les collègues des personnes que j'accompagne et aussi la hiérarchie. Parce qu'on peut avoir une personne dotée de beaucoup de valeurs, de compétences, mais il faut aussi que l'environnement soit accompagné. Et ça, c'est tout l'art, je pense, de ce métier. Donc, je voulais sortir de derrière mon bureau. Je suis servie. Maintenant, je vais dans plein d'entreprises. Et ça, c'est chouette. Parce que on a cette valeur humaine qu'on amène avec cette pratique d'accompagnement. Donc cette diapo, vous avez eu le temps de la survoler. On conforte, si vous voulez, par rapport au modèle IPS. Oui, on dit oui, c'est bien ces éléments-là qui font que la confiance a fonctionné avec la personne et avec l'employeur. Un métier de coordination, comme ça a pu être dit, le job coach, il est aussi en lien avec les équipes de soins. Il est aussi en lien avec la famille aussi, et avec d'autres types d'accompagnement, les services publics de l'emploi, parce qu'eux, ils ont des outils qu'il faut pouvoir mobiliser facilement, avec la MDA, parce que là aussi, il y a des outils qu'il faut pouvoir mobiliser, avec la GFIP et ainsi de suite. Je termine, Bernard. Attends. Ce qu'on a identifié, juste pour terminer, c'est que c'est un métier qui nécessite des savoir-faire multiples, qui font appel au métier du médico-social, moniteur d'atelier, éducateur technique spécialisé, mais aussi capacité d'écoute, de compréhension, donc psychologue, mais de maîtriser tous les outils liés à l'insertion professionnelle, parce qu'il faut savoir conseiller une entreprise pour quelle aide elle peut avoir. Il faut savoir répondre à ces questions-là. Sur le coût du travail, si le poste il est à 50%, quel coût du travail ? Il faut savoir négocier. Et donc, du coup, aussi un volet commercial et savoir négocier. Et donc, voilà, il y a toute une série de compétences, de savoir-être, de savoir-faire qui sont importantes. Et je voulais juste terminer, parce que c'est finalement là-dessus que c'est complémentaire, et vraiment, c'est que du coup, ce conseiller, c'est un métier qui est vraiment pas facile. Il ne faut pas se tromper, parce qu'il est avec la personne et il se confronte au regard social directement porté sur le handicap psychique. Il se confronte au fait que l'entreprise, spontanément, elle dit « c'est pas possible ». Même au-delà de n'importe... Elle ne commence pas à réfléchir, elle dit c'est pas possible. Et après, il faut rentrer, il faut l'aider à faire ce chemin-là pour dire mais si, c'est possible. Il se confronte également à l'autostigmatisation des personnes. Parce qu'il y a quelquefois, il y a un projet, puis après, il y a non, je peux pas. Là aussi. Et il faut assumer ça.
il faut assumer d'être ce rôle un peu de guide, de mise en confiance, et que ça, c'est une difficulté que rencontre le professionnel qui est quand même particulière. Il y a une mise un petit peu sous tension importante. Surtout que il y a des situations qui se passent bien, mais du coup, comme ça se passe bien, c'est pas là-dessus que le conseiller en emploi accompagné, il est appelé. En gros, il est appelé dès qu'il y a souvent il est souvent quand ça va pas, et quand il y a des situations, attention, ou accompagner un entretien d'embauche, accompagner une prise de poste. Ce sont des situations où à chaque fois, on ne sait pas, on apprend en faisant. Et il faut gérer le fait que il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de potion magique. Et puis c'est avec la personne que du coup on est toujours en train de tâter et puis de voir. Et puis là ça ne l'a pas fait, cette expérience-là, quel bilan on en tire, est-ce qu'on réoriente le projet ou pas. Et donc ça, il faut gérer cette mise en tension. Si je peux conclure sur la question de ce métier qui est nouveau, que moi j'exerce depuis 3 ans. On l'a évoqué, je l'ai entendu sur un atelier cet après-midi. Le risque, il est partagé. Le job coach partage le risque avec la personne. Et donc, du coup, il est aussi en charge émotionnelle. Il partage aussi. Alors, bien évidemment, il n'est pas en souffrance psychique, mais quand ça marche et que tout va bien, on monte aussi dans les hauteurs avec eux. Et puis, quand tout va pas bien, et ça, cette charge émotionnelle, il faut aussi que dans ce métier, dans cette pratique, ça soit réfléchi comment on accompagne le professionnel, comment la structure accompagne le professionnel pour que toujours il puisse se dégager de cette charge émotionnelle pour être utile et efficace. Voilà, c'est un peu ma conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Pour des raisons de contrainte d'horaire de train, je vais donner tout de suite la parole à Frédéric Carinti, qui donc représente le CFEA, dont il est d'abord à l'initiative et puis dont il est administrateur aujourd'hui. Le CFEA, vous allez dire en 2 mots ce dont il s'agit. Merci. Bonsoir. Excusez-moi de court-circuiter, j'ai des problèmes de train, la SNCF me poursuit. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est donc le collectif France pour l'emploi accompagné, et collectif qui est très bien représenté ici en Rhône-Alpes, puisque son vice-président est Thierry Brun, que vous connaissez tous. Et donc, le collectif, il a un rôle important dans la situation actuelle, parce que nous sommes dans une situation un peu critique. Il se trouve que l'emploi accompagné existe depuis longtemps en Europe, comme Bernard Pachot vient de le dire, mais il est arrivé tardivement en France, et je dirais qu'en même temps, différentes méthodologies se sont présentées, et ces différentes méthodologies se sont un petit peu développées parallèlement. J'étais moi-même à l'initiative du développement d'une d'entre elles, qui n'est pas la méthode IPS, mais il se trouve que c'est la méthodologie que j'ai proposée, qui a été retenue par le gouvernement en 2016. C'est pas pour autant que j'en suis fier, parce que ce que je ne voudrais pas, c'est que les autres méthodologies ne soient pas respectées. Alors il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que le développement d'emploi accompagné, selon la loi, est doté d'un financement très modeste, vous le savez. Et il n'est pas question de rester à ce niveau de financement. Donc le travail que nous devons faire au niveau du collectif, c'est de s'assurer que ceux qui n'ont pas été retenus, non pas pour une question de qualité dans l'appel à projet, qui n'ont pas été retenus, non pas pour une question de qualité, mais pour une question simplement de financement limité, eux continuent à vivre, continuent à être accompagnés sur le plan méthodologique, de façon à ce qu'à l'horizon 2020, donc d'ici 2-3 ans, des résultats probants de toutes les méthodologies soient publiés, qu'elles soient confortées, parce qu'elles se complètent, les méthodologies, et que des financements beaucoup plus importants soient mis sur la table à partir de 2021, sachant qu'il n'y a pas que le financement de l'État ou de la GFIP en perspective. En Allemagne, les entreprises, au niveau de leur service de prévoyance, participent au financement de l'emploi accompagné. Donc, il y a des entreprises elles-mêmes proposent, même en France déjà, de dire, mais moi, sur des exemples tels que ceux qui viennent d'être développés par l'exemple de Kiabi et du GEST 53, mais dit, mais moi, ça, je peux le payer. Je paye des gens beaucoup plus cher pour des services de moins bonne qualité. Alors, ce qu'il faut, c'est que le collectif accompagne tout le monde
et fasse en sorte qu'à l'horizon, donc à cet horizon, on débouche non pas sur un constat d'échec, parce qu'il y a un risque, mais qu'on débouche sur un constat de quelles sont les pistes d'échec et quelles sont les pistes de réussite. Surtout, n'enfermons pas l'emploi accompagné dans le monde, dans les difficultés, soit psychiques, soit déficience intellectuelle, soit... non, l'emploi accompagné, partout dans le monde, il intéresse un public de plus en plus large. Et ça aussi, le collectif s'attellera à bien expliquer que, d'ailleurs, même la méthode IPS, elle est surtout développée dans le domaine mais à l'origine, aux États-Unis, elle n'était pas focalisée sur le psychique. Et d'ailleurs, le terme est très peu employé, si vous voyez la présentation. Donc voilà, c'est le premier point. Et puis alors, le deuxième point, c'est qu'actuellement, on est en France dans un contexte où il y a une médiatisation énorme, il y a une médiatisation très importante de l'emploi accompagné qui est disproportionnée par rapport aux possibilités de terrain. Et là, le collectif, en partenariat avec les pouvoirs publics, en partenariat avec la GFIP, va se faire en sorte qu'un employeur, quel qu'il soit, qui se trouve au fin fond du Cantal, à Aurillac, enfin c'est pas au fin fond, mais enfin au Cantal, qui se trouve, donc quel qu'il soit et où qu'il soit, il puisse avoir une réponse à sa question. Les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, elles connaissent plus parce qu'elles sont souvent elles ont déjà des contacts. Mais l'employeur, il est paumé. Hein. On lui dit voilà, il y a ça et je m'adresse à qui? Alors et comme on accompagne à la fois l'employeur et l'employé, le triangle, il faut que les employeurs soient très soutenus enfin soutenus, soient informés. Il y a une information, mais pas une information d'ordre général. Maintenant, ça y est, l'information générale, on la connaît. C'est l'information de terrain. Moi, employeur à tel endroit, alors à Mauriac, pour pas dire Aurillac, je veux faire de l'emploi accompagné. À qui je m'adresse? D'abord, est-ce que ça existe dans mon secteur? Si oui, par qui? Avec quelle méthodologie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me propose? C'est pas de la théorie, la méthodologie. Hein. Qu'est-ce qu'on me propose comme accompagnement? Et ensuite, bien sûr, comment ça va me coûter? Voilà. Je m'excuse d'intervenir si rapidement, mais j'ai un problème à train. Si vous avez... Voilà, merci. Et donc, la dernière présentation, c'est sur un aspect... Oui? Ah ben voilà. Voilà, je donne la parole à Julien Dubreuil qui va du centre référent de réhabilitation de Grenoble et qui va traiter d'une question plus spécifique qui est l'accompagnement des personnes avec syndrome d'Asperger. Du coup, je vais prendre l'ordi. Alors, bonjour à tous. Vous avez sûrement remarqué en fait que du coup sur vos programmes c'était écrit Working First pour l'intervention du coup de cet après-midi, mais malheureusement ils n'ont pas pu être parmi nous du coup cet après-midi. Du coup, j'avoue que j'ai eu un petit moment de stress quand Bernard m'a appelé il y a 2 jours pour me demander si j'étais ok pour remplacer du coup au pied levé l'équipe de Working First. Et pour plusieurs raisons, déjà le délai. Ensuite, le fait que comme j'interviens plusieurs fois dans le congrès, vous n'allez probablement pas me supporter à la fin du congrès. Et en plus, c'est la dernière intervention de la journée, vous devez commencer à avoir faim, soif, etc. Donc j'ai vraiment la pression. Mais pour autant, dans l'esprit du congrès et de la journée, du coup, j'ai positivé. Et je remercie Bernard, du coup, pour l'opportunité qu'il m'est donnée de parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de l'emploi des personnes Asperger. Donc si j'ai un message déjà à faire passer, c'est que en fait, employer une personne avec un autisme d'Asperger, c'est une vraie chance, une vraie richesse pour une équipe. Il ne faut pas hésiter à y aller. Personnellement, j'ai la chance de travailler avec 2 personnes Asperger au quotidien dans mon équipe, aussi bien au C3R qu'au centre expert Asperger. Et Stéphanie Lagasse, qui est patiente ressource du coup au C3R, que je salue parce qu'elle est dans la salle. Alors elle essaie probablement de se cacher un petit peu. Et Judith Citruc, qui est job coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes Asperger. Et c'est vraiment une richesse. Et en y regardant maintenant, je ne sais pas comment on pouvait faire avant. Ceci étant, parce qu'il faut bien quand même être un petit peu plus, détailler un petit peu plus les choses. Donc je vais vous présenter en essayant d'être court quelques éléments en fait sur le syndrome d'Asperger, globalement les troubles du spectre
Non, ça marche pas. Les troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, puisqu'on ne devrait plus vraiment dire syndrome d'Asperger. Donc quelques éléments très rapides. Les troubles du spectre de l'autisme, donc sans déficience intellectuelle. Donc il y a la fameuse triade autistique que vous connaissez tous, la communication non verbale et verbale, tout ce qui est interaction sociale et réciprocité sociale, tout ce qui serait centre d'intérêt spécifique et comportement un peu répétitif. À ça, mais ça fait plus une triade, mais presque 4 pieds d'une chaise, il faudrait rajouter les hypersensorialités qui constituent vraiment un élément handicapant au quotidien. Donc quelques éléments dans les troubles du spectre autistique et l'accès à l'emploi, déjà, c'est qu'il y a un risque élevé de décrochage scolaire qui est à partir de la 3e, globalement. Alors à la fois lié aux difficultés dans les interactions sociales qui se complexifient un petit peu à partir de cette période, mais aussi et surtout le harcèlement scolaire, verbal, physique, sexuel pour les jeunes filles avec autisme, qui se manifeste pour une immense majorité de personnes Asperger et qui entraîne souvent des comorbidités anxieuses importantes, notamment au niveau de l'anxiété sociale, et des comorbidités dépressives. Donc ça peut souvent être une occasion de premier contact avec les soins, une tentative de suicide à cette période-là, et un absentéisme complet au niveau de l'école. Donc les chiffres d'accès à l'université, ils sont assez faibles pour des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Alors à la fois c'est lié à la mauvaise qualité méthodologique des études qui mélangent autistes avec déficience et autistes sans déficience, mais ceci étant, il y a quand même un vrai décrochage du coup à partir du collège et du lycée, et puis il y a peu d'accès aux études universitaires, peu de validation d'un diplôme, parce qu'il faut aussi avoir des interactions sociales à l'université et pour décrocher un emploi. L'emploi en milieu ordinaire, il est aussi plus faible que ce qui pourrait être. Et il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des parcours professionnels émaillés de ruptures, avec moins de possibilités d'évolution de carrière, beaucoup de troubles anxieux, de troubles dépressifs. Et ça va souvent être des personnes dont le diagnostic va se faire à l'âge adulte à l'occasion d'un burn-out, par exemple. Alors, quelques éléments très rapides sur les déterminants de l'accès à l'emploi chez les personnes avec autisme. Le sexe, puisqu'en fait, finalement, les filles s'en tirent mieux que les garçons. Alors, est-ce que c'est une vérité absolue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elles utilisent plus des stratégies d'imitation que ne le font les garçons. Donc, en fait, il y a souvent un meilleur pronostic fonctionnel, mais il y a un revers à la médaille, c'est qu'on repère plus difficilement du coup le syndrome d'Asperger chez les femmes, qui vont compenser, voire surcompenser les choses. Et en plus, on va souvent attribuer les difficultés d'interaction sociale à de la timidité. L'âge du diagnostic, plus il est précoce, mieux c'est. Le QI et les compétences verbales qui peuvent constituer une possibilité d'adaptation. La présence ou pas de troubles des fonctions exécutives, l'intensité des symptômes autistiques, les compétences métacognitives, le fait d'utiliser des stratégies d'imitation plus que des stratégies d'évitement. Et puis bien sûr, la présence ou pas de comorbidité psychiatrique, puisque l'autisme en lui-même, ce n'est pas une pathologie, c'est un fonctionnement différent. Ce qui en fait la pathologie, c'est les troubles anxieux, dépressifs et autres qui sont associés. Et bien sûr, le soutien familial et social qui est important pour tout le monde. Un petit détour sur la stigmatisation, puisque là, c'est une étude qui avait été faite par Isabelle Durand-Zaleski en 2012 avec la Fondation Fondamentale. Et en fait, vous voyez en vert les représentations par rapport aux personnes avec autisme. En bleu, c'est la schizophrénie, et en bordeaux, c'est les personnes avec un trouble bipolaire. Et ce qu'on peut remarquer en fait de cette étude, c'est que les personnes autistes ne sont pas épargnées par la stigmatisation, puisqu'il y a autant de personnes qui pensaient dans la population générale que les personnes autistes étaient incapables de travailler, que de personnes qui pensaient que les personnes avec schizophrénie étaient incapables de travailler. Donc il y a un vrai frein là-dedans. Et en plus, souvent, les gens vont avoir une image un peu d'épinal de la personne autiste et vont avoir tendance à considérer que la personne autiste est celle qui va être très contente de faire un travail répétitif, barbant, le truc que personne ne veut faire. Sauf qu'en vrai, ce n'est pas le cas, puisqu'elles veulent faire à peu près comme tout le monde le même type de travail. Alors, aussi très rapidement sur les difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes autistes au travail. Je précise, en fait, ça ne veut pas dire que toutes les personnes autistes vont avoir ces difficultés. Il n'y a pas un autisme, il y a autant d'autisme que de personnes autistes, mais c'est des difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc, les troubles de la cognition sociale, qui sont finalement majeurs, qui sont le primum movens dans l'autisme. Donc, les difficultés dans le repérage des émotions et des intentions d'autrui, ça peut entraîner des difficultés à travailler en équipe, à savoir quand participer en réunion, savoir qui fait quoi, comment, avec qui interagir, repérer les priorités, s'affirmer.
un tour de table, savoir quand est-ce qu'il faut parler en réunion, savoir quand est-ce qu'il faut parler dans une conférence téléphonique. C'est tout un ensemble de choses qui peuvent être un peu difficiles au quotidien et qui sont encore plus pour les personnes autistes. La difficulté dans la compréhension des contextes sociaux, à comprendre l'implicite, les sous-entendus, les interprétations qui peuvent être parfois littérales. Alors je vous ai mis un petit exemple, il a le bras long, par exemple. Ah non, ses bras, ils sont de taille normale. C'est un peu caricatural, hein, mais bon, c'est souvent des choses qui n'arrivent plus à l'âge adulte. Par contre, il faut faire attention avec tout ce qui va être bientôt, dans 5 minutes, mais qui ne veut pas vraiment dire 5 minutes. Et il va falloir être vigilant avec tout ça, parce que si on dit à une personne, à un collaborateur autiste, qu'on veut quelque chose dès que possible, ça peut vouloir dire pour la personne qu'elle doit s'y mettre sans manger, sans dormir, jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Donc attention aussi de ce côté-là. Mais là encore, ce n'est pas forcément une vérité absolue. Il peut y avoir du coup des difficultés d'intégration dans le reste de l'équipe, notamment le bavardage social, type machine à café, qui peut être un mystère pour des personnes autistes. Et je garderai toujours en mémoire une personne autiste qui m'avait dit, qui est étudiante en cinéma, et qui m'avait dit « Mais j'ai compris ce que c'est le bavardage social. C'est comme les cris de meute. » Je lui demande les cris de meute, elle me dit « Vous savez, les animaux, les chiens qui se reniflent le derrière pour faire connaissance. » Et après, elle me dit « Je l'ai dit à mes collègues, et bizarrement, ils n'ont pas apprécié. » Ça, c'est le truc à sortir en pleine pause café-cigarette quand tout le monde fait connaissance. Donc les temps de pause peuvent être compliqués pour les personnes autistes parce que parler de la pluie et du beau temps, des enfants, etc., ça peut être des sujets qui pourraient paraître complètement inintéressants aux personnes. Elles peuvent se forcer à le faire, mais ça va leur demander aussi un coût, c'est fatigant. Donc souvent, c'est des personnes qui vont préférer aussi passer leur pause seules qu'intégrer au reste de l'équipe. Les difficultés dans la réciprocité sociale qui vont pouvoir se marquer aussi dans le cadre professionnel, et puis des faux pas sociaux, des remarques un petit peu trop franches qu'il faudrait pas forcément faire à ce moment-là. Pour vous donner une autre illustration, j'avais une jeune femme Asperger qui était venue pour un bilan diagnostique avec son mari, et qui du coup m'a dit, donc le mari était présent dans le bureau d'entretien, quand je lui ai demandé la question sur le bavardage social, et sur la réciprocité, sur le fait si elle demandait des informations sur sa journée à son compagnon et sur ses émotions, elle m'a dit « Oui, je sais, les hommes, c'est comme les otaries. Quand ils font bien, il faut leur donner un poisson. » Et bien lui, son poisson, c'est que je lui demande comment ça s'est passé sa journée, même si ça ne m'intéresse pas du tout. Et lui était à côté, il dit « Vous voyez, c'est ma femme. » Petit texte. Donc les particularités dans la communication verbale, non verbale. Alors il faut savoir quand même que dans la communication verbale, les entretiens d'embauche, ça peut être un véritable cauchemar pour les personnes autistes, qui vont largement préférer être évaluées sur la tâche qu'elles font que sur les questions bateau des RH, vos qualités, vos défauts, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Moi je me rappelle d'une personne Asperger qui m'avait dit « Mon objectif c'est survivre à l'entretien d'embauche ». Moi je trouve que ça dit tout. Donc, ouais, c'est bon. Là, c'était pour illustrer donc certaines particularités. Alors tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir des difficultés, mais comme je vous le disais au début, il y a beaucoup d'atouts. L'investissement donc des personnes Asperger, il peut être très très important dans le travail, surtout si le travail est en lien avec un centre d'intérêt spécifique. Pour le coup, là, ça va être des personnes particulièrement investies dans leur travail, là encore avec le risque d'un surinvestissement. La ponctualité, le respect des délais, le sérieux, la méticulosité, le perfectionnisme, qui peut aussi être un vrai plus pour un employeur, avec toujours le souci que la personne n'en arrive pas à un burn-out. Un raisonnement qui est logique, un mode de pensée créatif et original. La personne autiste peut être la première à trouver une solution à laquelle personne n'a pensé, et qui paraîtra évidente dès qu'elle l'aura dit et expliqué, mais à laquelle, pour le coup, personne n'avait pensé. Pour la petite histoire, c'est aussi des collaborateurs loyaux, fiables, fidèles, qui ne vont pas participer aux calomnies dans les tisaneries, etc. Et qui, pour le coup, ce qu'ils disent qu'ils vont faire, ils le font. Donc, quelles interventions l'emploi accompagné ? Quelques chiffres pour dire que l'emploi accompagné, ça existe aussi dans l'autisme, y compris à l'international, et que c'est aussi efficace que dans les autres... Dans la schizophrénie ou dans les troubles bipolaires, c'est efficace dans 63,3% contre 25% sans. On est à peu près sur des chiffres similaires à tout ce qui est pour les pathologies psychiques sévères. Il y a des bénéfices sur l'estime de soi, la qualité de vie, ça c'est assez classique et ça peut être potentialisé par des interventions de thérapie cognitive et comportementale et par des interventions d'entraînement aux habiletés sociales en milieu professionnel. Et je vous remercie.
Merci beaucoup Julien. Il nous reste quelques minutes. On va essayer de ne pas déborder, terminer à 18h30, mais on a du coup quelques minutes pour quelques questions si quelqu'un souhaite. Oui ? Vous voulez le micro ? Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant le job coaching. Parlez bien fort, on n'entend pas là. J'ai une question concernant le job coaching. Je me demandais, en fait, est-ce que dans tous les cas, les sociétés sont au courant du coup du trouble psychique de la personne, ou est-ce que c'est un choix qu'on leur propose, qu'on leur laisse à disposition? Peut-être, Angelina, vous pouvez répondre ? Non, les entreprises savent que le dispositif en Mayenne accompagne des personnes souffrant de troubles psychiques, mais en aucun cas j'évoque le diagnostic. C'est la personne qui va décider si oui ou non elle veut le dire, si elle veut le dire en ma présence, si elle préfère que ce soit moi qui le dise. Je me cale évidemment à la volonté de la personne, pas à l'entreprise. Pas là-dessus. Merci. Une autre question ? C'est dans le même registre, mais est-ce que vous pensez, de votre expérience par exemple, est-ce que ça, il y a un bénéfice justement à divulguer donc ses difficultés psychiques ou à expliquer son fonctionnement? Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être toutes les deux, de votre expérience? Il faut répondre. Alors après, voilà, chaque cas est unique, hein, mais c'est vraiment en fonction de la personne, comment la personne se sent par rapport à son handicap, et bien évidemment par rapport aussi à l'entreprise. Comment est-ce qu'elle est à l'aise avec son handicap, parce que la personne est à l'aise avec son handicap, et l'entreprise, comment l'entreprise peut réagir, ça c'est vraiment en fonction des personnes. Mais c'est vrai qu'en règle générale, il est quand même préférable que la personne annonce ouvertement. Alors, nous, on met en avant les compétences de la personne, hein, bien évidemment, mais c'est important aussi que l'employeur sache les quelques faiblesses, les points sur lesquels il peut y avoir une fragilité, pour justement éviter de le mettre en difficulté. Complètement. Ah non, en aucun cas on annonce un diagnostic médical ou une pathologie. Non, l'employeur, ce qu'il recherche, c'est des compétences, c'est des valeurs. Donc peut être un plus. Voilà. Je dirais oui. Les attitudes peuvent être différentes. Merci. Une autre, éventuellement encore le temps pour une question ? Oui ? Donc, bonjour, je voulais connaître votre formation initiale pour accompagner ces personnes. Voilà, si. Oui. Je te laisse répondre. Alors, oui, Angelina. Alors, en ce qui me concerne, c'est un peu atypique. Moi, j'ai fait une école de commerce à la base, et après 10 ans dans le commercial, je me suis orientée vers le social, dans le commercial, dans les ressources humaines. Donc, je me suis orientée vers le social après différentes formations sociales. Programmation neuropsychologique et puis quelques techniques d'entretien, etc. De nombreuses formations d'entretien, mais à la base j'ai une formation commerciale. Pour ma part, je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Moi, j'étais 5 ans assistante de direction commerciale et financière, ça me plaisait pas du tout. Et puis je suis devenue formatrice pour adultes. En centre pour personnes en situation de handicap, ensuite chargée d'insertion professionnelle à Cap Emploi, chargée de relations en médico-social, ESAT. Et voilà, c'est aussi le parcours. On trouve beaucoup de parcours atypiques dans les candidatures de conseillers en emploi accompagné pour le moment. C'est ça. Oui. Et de l'entreprise. Oui. Et oui, c'est l'expérience. Oui. Oui.
Voilà. Oui. Bon, encore une question? Sinon, on va arrêter. Oui, en bas à gauche. Une dernière question? Le temps d'y aller. Merci, Nicolas. T'en prie. Bonsoir, Caroline Souter, praticienne en santé mentale à Lausanne. Je vous remercie pour vos interventions. Je me demandais quels arguments vous utilisiez pour convaincre les professionnels, enfin les entreprises de rejoindre le dispositif. En Suisse, j'ai entendu parler d'une étude, les services comparables aux vôtres. Enfin, il y a une étude qui est parue sous le titre Que faire avec les employés difficiles. Donc c'est comme ça qu'on appelait les gens. Et on dit oui, il faut en parler le plus vite possible, ça améliore les chances de rester en emploi. Et dans le même temps, la même personne publie une étude pour dire que mais les personnes, si on dit qu'il y a un problème, ils vont évidemment pas vous employer. Donc, quels arguments vous utilisez pour gagner des employeurs à rejoindre le dispositif? Donnez-nous les secrets du suivi. Alors, les arguments, ma réponse, elle sera comme est-ce que oui ou non on parle précisément de la maladie de la personne. C'est aussi au choix de la personne. Globalement, on va vers le projet de la personne puisqu'on va faire des recherches sur le métier qu'elle recherche. Oui, et donc, en fait, je vais démarcher avec la personne, les entreprises, par téléphone, sur le terrain. Et souvent, notre porte d'entrée à 90%, elle est sur un stage où on va demander à l'entreprise de nous accueillir pour que je puisse faire une évaluation sur le terrain pour justement bien pointer les fragilités de la personne dans un contexte emploi et du coup, imaginer les compensations. Et donc là, en fait, dans un premier temps, je demande un service à l'entreprise. Je leur dis que j'ai besoin de leur lieu d'accueil pour pouvoir évaluer la personne. Et ensuite, je sors des arguments de négociation, mais là, on a déjà un pied dans l'entreprise. La personne, elle a déjà pu montrer le travail qu'elle a pu faire. Il y a déjà le job coach aussi a pu montrer ce qu'il allait faire. Parce qu'on peut dire à une entreprise, on peut passer 1 heure à présenter un PowerPoint sur nos missions. Et ça l'entreprise, elle n'a vraiment pas le temps. C'est sur le terrain qu'elle va voir ce qu'on va faire. Et déjà, une fois qu'on a pu entrer via le stage, beaucoup de portes s'ouvrent. Oui, puis... Et... Alors, effectivement, il y a des mesures... Vas-y. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de l'employeur, c'est très rassurant aussi pour l'employeur de savoir qu'en cas de difficulté, il y a quelqu'un qui peut intervenir n'importe quand, à n'importe quel moment, tant auprès du salarié qu'auprès de l'équipe. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Et puis, voilà, l'argument qu'on peut mettre en avant aussi, c'est que quand on présente un candidat qui a des compétences, mais effectivement quelques petites fragilités sur lesquelles il faut faire attention, il y a des moyens de compensation. Donc on est là pour accompagner l'entreprise et le candidat à mettre en place ces moyens de compensation. Un candidat lambda, il ne présente pas ses difficultés, il va présenter que ses avantages. Et les difficultés, il va les rencontrer, l'employeur va les rencontrer au fur et à mesure. Là, nous, on arrive en toute transparence. Et en plus, en cas de difficulté, il y a une solution. On est là pour apporter une solution ou une aide, en tout cas. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Et je voulais juste compléter sur les aides financières qui existent en France, sur le nombre de salariés ayant une reconnaissance handicap, puisque les entreprises ont une obligation d'avoir un certain pourcentage de leurs salariés avec cette reconnaissance. Mais en tout cas, sur notre expérience de 3 ans, on est vraiment sur, en globalité, un accueil des petites entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation. Donc, ce n'est pas toujours non plus une histoire d'argent. D'ailleurs, c'est très bien. Nicolas une dernière question et puis on s'arrêtera. Toute petite, courte, s'il vous plaît. Je pense. Ah, ça marche pas. Si, vous m'entendez? Oui. Est-ce que auprès des, parce que tout à l'heure on était un petit peu là-dedans, par rapport aux collègues qui travaillent avec les collègues de rayon, par exemple, ça me faisait penser à ça chez Kiabi. Est-ce qu'il y a aussi
Premièrement, donc, un travail avec eux, un dialogue avec eux pour essayer de les situer aussi sur une certaine bienveillance. Et au-delà de ça, est-ce que l'employeur aussi, ça ne peut pas être un argument pour l'employeur, bien sûr, il y a un côté un peu médiatique, un peu social, mais est-ce que l'employeur peut aussi retrouver son compte dans votre expérience? Est-ce qu'il peut s'y retrouver par rapport à une progression de la bienveillance, pour pas trop parler bisounours, mais voilà, un certain comportement plus social dans les équipes, etc. Est-ce que ça influence l'attitude et la relation inter-entreprise? Oui. Alors là, dans l'équipe de chez Kiabi, on était déjà dans une équipe où vraiment il y avait une chouette relation. Avant l'arrivée de la personne que j'accompagnais. Mais pour autant, alors on a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on parle ou pas des fragilités? Dans la situation Kiabi, ça a été vraiment libérateur pour la personne que j'accompagnais. Que enfin, alors on l'a fait à sa demande, hein, mais que enfin je puisse aller voir tous ses collègues pour dire de quoi ils souffraient. Ça a été sa demande et ça a créé quelque chose de très fort entre eux. Et il m'a dit maintenant, il n'y a plus rien de caché, quoi. Tout le monde sait. Et puis ça fait 1 an et demi que je suis là. Et il a eu des retours très positifs de la part de ses collègues. Donc vraiment pour lui, ça a été libérateur. Mais j'ai d'autres témoignages d'entreprises qui disent ça a changé les relations entre les collègues dans mon entreprise. Oui, ça a... Et puis aussi dans les aménagements de poste, parce qu'on va faire des fiches mémo qui vont simplifier l'accès au poste. Ce sont des fiches qui sont très souvent utilisées pour, du coup, les nouveaux salariés qui arrivent. On le voit sur la déficience intellectuelle, le facile à lire, c'est pratique pour tout le monde. Pas que pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi un outil de communication. Merci beaucoup. Merci pour tous les intervenants de cette contribution.